Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Certains artistes créent de véritables univers. On pense évidemment à l'univers balsacien de la comédie humaine, à l'univers de Zola et de ses Rougon-Macquart, d'une façon plus moderne, plus récente, l'univers de Hitchcock par exemple au cinéma, celui d'Agatha Christie et de ses romans policiers. Eh bien, c'est un de ces univers qu'a été capable de créer de toutes pièces, celui que l'on appelle Hergé, c'était ses initiales, Georges Rémy GR, mais il devait mettre son nom en premier, Hergé, qui était né à Etterbeek, une commune tout à fait proche de Bruxelles, le 22 mai 1907. Il a tout créé, Hergé. Il a monté de toutes pièces une sorte d'univers dans lequel tellement d'enfants à travers le monde entier se sont plongés. On connaît tous, on a tous des références, Milou, l'oreille cassée, le carabou de Jean, les Dupont avec un T et Dupont avec un D, Tonnerre de Brest, le pantalon de golf et la houppette de Tintin, les bijoux de la Castafiore. 24 albums de 1930 à 1976, 24 albums destinés aux enfants, aux adultes et même un peu plus que ça. C'était Marcel Dehaye, qui était un ami d'Hergé et qui en a été d'ailleurs le secrétaire, et qui, dans un article consacré au Lotus Bleu, avait dit que cet album était un livre pour les enfants de 6 à 60 ans. Et plus tard, Hergé a transformé ça, il a mis de 7 à 77 ans, cet univers extraordinaire qui fait beaucoup d'adeptes. Chaque année, environ 3 millions d'albums de Tintin sont vendus à travers le monde. Tintin est traduit très régulièrement en une centaine de langues. Et puis, il y a bien sûr tous les produits dérivés, bien sûr, les dessins animés, les films, etc. Avec le temps, Hergé est devenu aussi célèbre que son personnage, et ça aussi c'est assez extraordinaire, surtout dans le monde de la bande dessinée, où bien souvent les créateurs ont tendance à s'éclipser derrière les personnages qu'ils ont créés. Si vous allez à Bruxelles, vous verrez à quel point Hergé est là, il est présent. Il est aussi, disons-le, controversé, critiqué. C'est vrai qu'au cours d'une longue carrière, il a connu des hauts et des bas. Il a connu aussi une longue période de dépression qui aurait pu le conduire à abandonner le petit reporter et le fox terrier qui généralement l'accompagnent. D'une façon générale, on peut dire qu'Hergé a évolué avec son public, et ça aussi c'est un des aspects les plus extraordinaires. C'est en Belgique que tout ça est né, vous l'avez compris, dans un moment de grande concurrence dans le monde de l'édition pour la jeunesse. On est à la fin des années 1920. L'Amérique a envahi le marché européen avec ses petits Mickey aux oreilles noires et rondes. C'est ce qu'on appelle la guerre des bulles. Et c'est dans ce contexte-là que va naître un supplément hebdomadaire pour la jeunesse d'un journal catholique belge qui s'appelle le 20e siècle. Le supplément s'appelle Le Petit 20e. Ce Petit 20e, il a été confié à l'abbé Wallace, qui est le directeur du quotidien, et il va recruter, l'abbé Wallace, un dessinateur qui a 21 ans et qui donc se fait appeler Hergé pour Rémy Georges. Sous ses crayons vont donc naître les personnages qui deviendront tellement célèbres. Et d'abord, ce jeune reporter belge reconnaissable entre mille et d'une certaine manière, certes reconnaissable, mais aussi interchangeable, si je puis dire, parce que c'est une des forces de Tintin d'être capable de s'identifier à peu près à n'importe qui. Franck Ferrand sur Radio Classique. Très tôt, Hergé avait développé cette passion pour le dessin, pour la narration. Il était né dans un milieu modeste. Son père, Alexis Rémy, était employé dans un atelier de confection. Sa mère, Elisabeth Dufour, était une ancienne couturière sans profession. Et son enfance n'a pas été très heureuse. Je me sentais médiocre. Et je vois ma jeunesse comme une chose grise, dira-t-il. Il faut dire que sa mère était de santé fragile, que pendant la Première Guerre, il a connu la misère, les privations. Il semblerait aussi qu'il ait été victime d'abus sexuels de la part du plus jeune frère de sa mère. Bref, c'est une manière pour lui de s'évader. C'est un remède et c'est un refuge pour lui que cette passion de l'écriture, cette passion du dessin surtout.
Il a été élevé dans l'univers du scoutisme, le petit Georges Rémy, avec ses valeurs de courage, de loyauté, de solidarité. Tout ça a profondément influencé son imaginaire, bien sûr. Il a publié d'ailleurs ses premiers dessins dans le Boy Scout belge. Il a créé en 1926 une histoire en vignettes légendée qui s'appelait Les aventures de Totor. Vous voyez que là, on était assez proche du personnage. C'était la première ébauche de Tintin. Les aventures de Totor, chef de patrouille des hannetons. Et puis donc, il entre au petit 20e et c'est à partir du 10 janvier 1929 que, en feuilleton, vont paraître les premières aventures de Tintin et de son petit chien, Milou. Tintin au pays des soviets. On ne peut pas dire que le choix ait été anodin. C'est tout l'anticommunisme d'une façon générale de la bonne société belge et très précisément du journal de l'abbé Wallace qui se trouve ainsi mis en scène. Le récit, d'ailleurs, plus tard sera renié par son auteur. Il n'empêche, c'est tout de suite un succès et un grand succès. La seule matière où Hergé, à l'école, n'avait pas eu de bons résultats, c'était le dessin. Avouez que c'est une ironie du sort et du destin. Il a d'ailleurs échoué aux examens d'admission à l'école Saint-Luc, qui était l'établissement scolaire spécialisé dans les arts graphiques, dans la peinture, dans le dessin. Bon. Il n'empêche, il va peu à peu prendre de l'assurance, ce jeune dessinateur. Viennent les aventures de Tintin au Congo en 1931, en Amérique en 1932. En 1934, ce sont les Cigares du Pharaon, avec une ambition narrative nettement plus grande. La même année 1934, le Lotus Bleu va marquer un tournant très, très important, avec une intrigue qui est située en Chine, un réalisme beaucoup plus grand. Hergé a rencontré un jeune étudiant chinois qui s'appelle Zhang Chongren et c'est lui qui a inspiré le personnage de Chang qui va donner d'un seul coup toute une forme d'humanité à ces récits qui jusqu'alors étaient de purs récits d'aventure, assez extérieurs à l'action si je puis dire. Vont se succéder ensuite L'Oreille cassée, L'Île Noire en 1938, Le Sceptre d'Ottokar en 1939. Bref, on va de plus en plus vers une richesse graphique incroyable, vers une subtilité narrative qui se rapproche du roman littéraire. Le style qu'est en train de créer Hergé, qu'on appellera la ligne claire, le style Tintin, ça se caractérise par des traits nets, des aplats de couleurs uniformes, sans ombrage. Tout ça permet une grande lisibilité, une grande clarté visuelle. On immerge complètement le lecteur dans un univers qui est un univers à la fois simplifié et complexe. C'est tout le paradoxe de Tintin, c'en est toute la richesse, c'en est toute la force. C'est le petit chien blanc que nous avons suivi, le petit chien malin de Tintin. En effet, le thème de Milou était ici illustré par John Williams pour la bande originale du merveilleux film de Spielberg, Tintin. L'orchestre, c'était celui de John Williams lui-même qui, d'une certaine manière, a ajouté de la magie à Tintin. Vous écoutez Radio Classique. Il ne faudrait pas s'y tromper. On ne peut pas dire de Georges Rémy qu'il soit un dilettante. Il travaille énormément d'arrache-pied. C'est sa femme Germaine qui dira, elle racontera ça à Benoît Peeters en 1988. Il faut lire les ouvrages de Benoît Peeters sur l'univers de Tintin. Ce sont, à mon avis, les plus extraordinaires, les plus justes. Il travaillait toujours, dit Germaine, même les week-ends. On travaillait le soir, on travaillait le samedi et le dimanche. On travaillait à Noël, à la Nouvelle Année. On travaillait à Pâques. Travailler, c'était vraiment une sorte de drogue pour Hergé, qui avait une très 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 grande exigence pour tous ceux qui travaillaient avec lui dans le studio. Il écrit par exemple une lettre à Charles Laine, qui était directeur éditorial chez Casterman. Voilà ce qu'il dit. Il doit y avoir des dégradés, des teintes fines, par exemple dans le vase et le motif dans le lampion. Ces dégradés sont nécessaires pour rendre l'atmosphère mystérieuse, propre à attirer les gosses. Je considère donc une bonne couverture comme le premier moyen de publicité. La couverture, l'ancrage, la finesse, les dégradés, tout ça, évidemment, vont beaucoup compter pour donner à Tintin cette forme assez extraordinaire. Et on va voir d'ailleurs, à mesure que se développent les intrigues des différents albums, on va voir les choses se raffiner
d'une façon étrange. Alors il y a tous ces personnages qui sont presque tous masculins. Évidemment, Tintin, Milou, le capitaine Haddock, qu'il va rencontrer dans Le Crabe aux pinces d'or, et puis le professeur Tournesol, bien sûr, qui va devenir le personnage central et d'une façon générale la conscience de toute l'affaire de la licorne. Peu de personnages féminins, quasiment pas d'ailleurs. Je cite de nouveau Benoît Peeters. Le sceptre, donc il parle du sceptre d'Ottokar, voit l'apparition d'une figure encore plus marquante, mais dont Hergé était loin d'imaginer l'importance qu'elle prendrait dans la série, Bianca Castafiore. Le moins qu'on puisse dire est que la cantatrice n'éveille pas l'enthousiasme de Tintin lorsqu'elle interprète pour la première fois son fameuse air des bijoux. Plutôt que de l'entendre chanter un second morceau, il quitte la voiture sous un vague prétexte, préférant affronter les pires dangers plutôt que de rester un instant de plus en compagnie de la diva. La féminité, conclut Benoît Peeters, a bien du mal à se faire une place dans la série. La féminité n'est peut-être pas très présente ou très directement, et c'est vrai que Bianca Castafiore est un personnage qui, à lui seul, mérite qu'on l'étudie d'une façon quasi psychanalytique, mais le monde est tenu un peu à l'écart par Hergé. Ce qu'il y a de fascinant et ce qui explique peut-être la très grande facilité qu'ont eu tant d'enfants à travers le monde à s'identifier à ce personnage et à plonger dans ces histoires, c'est que ce sont des histoires qui sont à la fois trépidantes, avec 1000 rebondissements, un cliffhanger, comme on dit maintenant, à la fin de chaque page quasiment, et en même temps un monde tenu à distance qui n'est pas spécifiquement édulcoré, qui est modifié dans sa substance. C'est ça toute la force de Tintin. Hergé va faire paraître sous forme de brefs feuilletons quotidiens dans Le Soir des aventures qui se déroulent pendant la Seconde Guerre mondiale, et ça a été évidemment un refuge, là encore, pour énormément de jeunes gens, vous imaginez. Le Crabe aux pinces d'or en 1941, c'est donc là qu'apparaît le personnage de Haddock, période très difficile, parce que Le Soir est considéré comme un organe de propagande, et d'ailleurs, à la fin de la guerre, Hergé va être accusé d'avoir participé, d'avoir fait de la collaboration, puisqu'il écrivait pour ce journal, il publiait en tout cas dans les colonnes de ce journal. Un sujet sensible, c'est toute la question de l'antisémitisme réel ou supposé d'Hergé. Le méchant de l'étoile mystérieuse, qui a été publié donc à partir d'octobre 41 dans Le Soir, est un banquier américain qui s'appelle Blumenstein, comme par hasard. Il y a deux cases qui sont parues également dans Le Soir et qui ont été supprimées dès la première édition en album, qui montrent des juifs qui se frottent les mains en apprenant la fin du monde annoncée par un prophète. Et puis il y a ces fables de Robert de Vroyland, qui était un proche de Léon Degrelle et que donc à la tête du parti fasciste belge, et qui ont été illustrées, ces fables, par Hergé. Tout ça va faire que à la fin de la guerre, Hergé est confronté à des critiques, à des accusations. D'abord parce que tout simplement, encore une fois, il travaillait pour Le Soir, et comme beaucoup d'autres Belges qui ont continué à travailler sous l'occupation, il va devoir répondre de ses actes. En 1945, après la libération de la Belgique, Le Soir est interdit de publication, en tout cas pendant un certain temps. Hergé est interdit lui-même de travailler pour se défendre. Il souligne que lui s'est toujours efforcé de rester apolitique, qu'il a évité tout contenu explicitement politique ou controversé dans les aventures de Tintin. Tintin est ailleurs, disait-il. Et pourtant, certains l'accusent d'avoir, en quelque sorte, utilisé la bande dessinée pour faire passer des idées peu présentables. Après quelques mois de mise à l'écart, il va être réhabilité progressivement. En 1946, il s'associe avec l'éditeur Raymond Leblanc pour fonder le Journal de Tintin. Et ça, c'est une publication qui va très vite connaître un succès foudroyant. C'est la nouvelle plateforme, si je puis dire, d'Hergé, qui va lui permettre de relancer sa carrière de manière spectaculaire. Ce journal de Tintin introduit de nouveaux talents de la bande dessinée. Il contribue à l'essor de cette BD franco-belge et de cette école dite de la ligne claire. Hergé publie des aventures inédites de Tintin, et ce journal va devenir un pilier culturel pour toute la jeunesse d'après-guerre. Et
Sur sa lancée, le dessinateur fonde en 1950 ses propres studios, donc les studios Hergé. Et c'est là qu'on va retrouver des collaborateurs comme Edgar Pierre Jacobs, le futur créateur de Black et Mortimer, Bob Demore, bien sûr, le père de Cory le Moussaillon, ou Jacques Martin, celui d'Alix, Roger Leloup également, de Yoko Tsuno, etc. Le studio Hergé devient un véritable creuset pour faire rêver. C'est une machine à rêve, tout cela. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il faut bien comprendre qu'après la guerre, la bande dessinée a changé de statut. C'est plus seulement un passe-temps, ça devient une véritable industrie culturelle. Et la création du journal de Tintin, qui développe ce style narratif et graphique si particulier, va influencer toutes sortes d'auteurs, une génération complète. C'est une véritable concurrence qui se développe entre les différents journaux, puisqu'en face de Tintin, vous trouvez quand même le périodique Spirou, qui a été lancé en 1938 par l'éditeur belge Dupuis. Spirou, le journal de Spirou, qui est devenu le berceau de toutes sortes de grands auteurs et de grands personnages aussi, Lucky Luke, Gaston Lagaffe, les Schtroumpfs. Il y a le journal de Mickey, bien sûr, fondé en 1934 et qui parvient à s'imposer comme une sorte de référence incontournable en adaptant les personnages de Disney à une sauce qu'on doit pouvoir qualifier d'européenne. C'est Paris Match qui avait titré dans les années 50 à propos d'Hergé sur « Le Belge qui fait trembler Walt Disney ». Il avait réussi son pari d'une certaine manière, Hergé. Il avait réussi à faire de son personnage de Tintin un véritable concurrent de Mickey. Vous vous rappelez la phrase du général de Gaulle qui disait qu'il n'avait qu'un seul concurrent à l'échelle internationale et que c'était justement Tintin. Un livre sur Tintin est édité dès 1959. On va beaucoup reparler de Hergé en 1969, au moment où Armstrong est le premier homme à marcher sur la Lune, parce que lui, dès 1954, avait vu cette chose comme possible et avait décrit un voyage sur la Lune. Entre parenthèses, Objectif Lune et On a marché sur la Lune sont une œuvre en 2 volumes absolument extraordinaire qui ont fait rêver intensément toute une génération de l'après-guerre. La création de Tintin n'est pas pour autant un long fleuve tranquille. Dans les années 60, Hergé entame une période de questionnement. Il faut dire qu'il a vécu son divorce avec Germaine Kickens comme une véritable tragédie. Il avait interrompu la création d'On a marché sur la Lune pendant 1 an et demi. À ce moment-là, il a connu des épisodes dépressifs, des périodes de ce qu'on appelle, nous, des burn-out. Peut-être a-t-il trop travaillé, a-t-il trop consacré de temps à Tintin, et c'est pour ça qu'il va essayer de se réfugier dans la peinture abstraite, mais l'aventure s'arrête assez vite parce que les critiques ne sont pas emballés par son travail de ce point de vue-là. Il est passionné d'art moderne et contemporain, Hergé. Pour lui, qui espérait pouvoir se reconvertir et arrêter le travail très physique de la bande dessinée, ça a été une déception. De plus, il faudra du temps pour qu'Hergé prenne conscience que ce qu'il crée est bien plus un amusement pour la jeunesse. Ce qu'il crée, c'est un art nouveau. C'est ce qu'on va bientôt appeler le 9e art. Franck Ferrand sur Radio Classique. Les aventures de Tintin sont souvent en résonance avec l'actualité. Elles ont épousé les bouleversements du XXe siècle, le colonialisme, l'impérialisme japonais, les révolutions latino-américaines, la montée des totalitarismes, la guerre froide, des tensions au Moyen-Orient, mais aussi tout l'essor de la technique, de la communication, jusqu'à l'art, puisque l'album de l'Alphare, qui ne sera pas publié du vivant d'Hergé, parle de ces questions-là. Hergé dira des aventures de Tintin qu'elles sont un regard amusé et sceptique sur le monde et les événements. Et c'est le philosophe Michel Serres qui dira que Hergé a élevé la bande dessinée à la dignité non seulement d'un art, mais aussi d'un style et d'une philosophie. Vous écoutez Radio Classique.